dernier podcast de la saison et on finit en beauté, on finit en noblesse, puisque mon invité aujourd'hui est le comte de Boudherbala. Monsieur le comte, bonjour. Mes hommages, cher Pascal. Salut Mes Samy. hommages, chers Bon. internautes. Et donc on va un peu parler d'humour et géopolitique. Est-ce que les événements aujourd'hui, tu te dis génial, il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'à observer la situation, on fait marrer tout le monde juste en recopiant ce qui se passe, ou tu te dis on va à la catastrophe et le pays s'enfonce. Quels sont tes deux sentiments de comique par rapport au paysage politique et international que tu vois? Alors en fait, il y a plusieurs phases. Au départ, tu digères les événements, donc il y a toujours un côté où tu es sidéré. Tu es sidéré, tu es attristé, tu as envie de... Non, t'as envie de chialer, tu as envie de vomir, t'as envie de... Tu passes par différentes phases, après tu digères et tu essaies de le transformer en rigolade. Parce que nous, notre métier, c'est d'essayer de faire rire les gens et d'essayer de passer, entre guillemets, des messages sans faire les moralisateurs. Enfin, moi, je parle pour moi dans mes spectacles. Mais c'est sûr que ça nous donne énormément de matière sur tout ce qui se passe, que ce soit Proche-Orient, Ukraine, voilà, Arménie, Azerbaïdjan, tous ces zones de conflit, de géopolitique où il y a du conflit, où il y a de la tension et de la guerre. Donc, ouais, ça nous donne énormément de matière. Alors, il y a des comiques qui sont engagés. On pense à Zelensky, qui avant d'être président était quand même un comique. Pepe Grillo en Italie. Tu veux pas te lancer en politique? Tu veux pas suivre leur modèle? Sauf que je n'aurai pas de parti, je serai tout seul. Malheureusement, personne ne voudra me suivre. Non, c'est intéressant parce que justement, Zelensky, il a pu monter aussi parce que c'est un certain type de comique. C'est un comique qui était dans une troupe. C'est pas quelqu'un qui a fait du stand-up. C'est un humour assez potage. C'est un peu un mélange entre Michael Youn et, on va dire, je saurais. C'est un humour très spécial. Donc voilà, c'est pas un humour français. C'est un humour beaucoup plus déconnant, beaucoup plus caca pipi. Comme le Splendide à sa belle époque ou... Ouais, Splendide, mais un peu version de Chipos. Ok. Parce que là, son opposition typique, c'était le régime, entre guillemets, russe. Mhm. Donc un mec comme ça, faire du stand-up dans le contexte Ukraine-Russie, ça aurait été compliqué pour lui parce qu'il aurait été obligé de responsabiliser son propos et parler à la première personne. Donc quand tu es entouré des uns et des autres, c'est beaucoup plus facile. Mhm. Alors, il y a eu quand même pas mal de polémiques sur les comiques. Il y a l'affaire Guillaume Meurice. On voit qu'on peut être Charlie, mais un peu à Eclipse. Certains comiques sont engagés, d'autres se tiennent à l'écart. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que l'on peut s'engager en dehors de ces spectacles ou est-ce que le spectacle déjà est un engagement? Après, ça dépend des spectacles, ça dépend aussi du moyen de communication, ça dépend du média. Tu fais pas le même humour si tu es sur scène ou si tu es en télé ou si tu es en radio. Tu sais pertinemment maintenant avec toutes les affaires qu'il y a eu, c'est-à-dire l'affaire Dieudonné, l'affaire Meurice, l'affaire Timsit, voilà, toutes les affaires où il y a eu de la polémique par rapport à des blagues, que si tu vas faire une blague en direct, en télé ou en radio, tu vas avoir des groupes de pression qui vont venir t'emmerder. Donc il faut prendre en compte ce truc-là. Nous maintenant, on sait entre guillemets éviter les pots de banane qui nous sont mis sur la route. Mais c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que le vrai seul endroit de liberté d'expression totale, c'est la scène. Pendant 1 heure et demie, 2 heures, t'es avec les gens en face à face. Et tu peux aller crescendo dans les blagues les plus méchantes, les plus sarcastiques, les plus caustiques, les plus piquantes, les plus subversives, les plus transgressives. Donc c'est un rapport qui est complètement différent. Moi, j'ai pas du tout le même rapport que j'ai en média que sur scène. Sur scène, on est beaucoup plus méchant que tout ce qu'on peut dire Et en tu le radio. sens, c'est-à-dire que tu testes un peu les premières réactions du public, et si ça marche, t'appuies un peu plus, ou ça change un peu. Le public n'est pas toujours le même. Enfin, les gens qui viennent te voir te connaissent. Ils viennent pas par hasard, donc ils s'attendent aussi à quelque chose. Oui, c'est ça, il y a une démarche. Quand tu payes un ticket de spectacle, tu sais pertinemment à qui tu vas voir et à qui tu t'adresses. Donc, enfin, surtout à qui tu reçois les blagues, de qui tu reçois les blagues, surtout. Donc, c'est pas la même démarche que regarder un humoriste en télé ou écouter un humoriste en radio dans une chronique. Et c'est là où après les problèmes arrivent. Guillaume Meurice, son histoire, c'est un groupe de personnes qui s'est senti offensé, qui a voulu emmerder l'humoriste et qui est passé par le biais de la direction de France Inter pour mettre la pression et faire en sorte que ça fasse l'histoire que ça a fait.
Mais en soi, la vanne de Guillaume Meurice, c'est en spectacle vivant, tu l'as dit comme ça, tu la balances et ça fait pas d'esclandre. Oui, d'accord. Donc c'est le fait que, quoi, c'est parce que c'était aussi le symbole France Inter, la reprise en main, ça a plus d'impact. Tu penses que la même blague répétée tous les soirs dans un spectacle, personne n'y consacre la moindre attention. La moindre attention. Mm. Après, là, il s'est attaqué à un sujet qui fait partie des sujets sacrés en France. Le vrai sujet de clivage en France, c'est le conflit au Proche-Orient, conflit entre guillemets. Mhm. Et voilà, c'est chaque société a ses sujets tabous. En France, ça va être le Proche-Orient, ça va être le conflit Israël-Palestine. C'est pas nécessairement Ukraine-Russie, mais il y a des vrais points de clivage et on le voit justement avec les élections pour les législatives où ça rend tout le monde fou. Mhm. C'est vraiment le conflit du Proche-Orient qui est le plus sensible, sur lequel, toi-même, parce que tu l'as abordé quand même, directement et indirectement. Mais Moi, parce que tous mes spectacles, je l'aborde. Je Ouais. l'aborde dans tous mes spectacles à un certain moment. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de faire des longs sketchs pour l'aborder. En une phrase, en une vanne, tu peux taper là où il faut. Après, bon, c'est pas les extraits qu'on met sur les réseaux parce qu'on sait pertinemment que les gens vont devenir fous et qu'il va y avoir des problèmes derrière. Mais c'est ce que je dis aux gens. Je dis venez nous voir sur scène et la démarche est complètement différente. Si un gars découvre un sketch où tu tapes une vanne sur Netanyahou, sur les juifs, sur les musulmans, sur les prophètes, ben là, il va se dire mais je vais me le faire. Donc Ouais. on n'est pas aussi bête pour... voilà, on a un petit peu de bouteille, on va dire. Mhm. Toi, Mais c'est malheureux d'être obligé de passer par là maintenant. Mhm. Parce que justement, les médias sont biaisés. Les médias font en sorte... c'est ce que je disais dans mon premier spectacle, c'est qu'ils font tout pour monter la sauce et faire en sorte que les gens soient fâchés les uns après les autres. Les médias sont là pour vendre quelque chose. C'est un moyen de communication. Ce ne sont pas des organes faits pour apaiser les choses. Parce qu'il n'y a pas le temps dans les médias. Et le temps, on le trouve beaucoup plus sur Internet, le temps de l'explication, le temps de la conversation, le temps de la réflexion, de la connaissance, on ne le trouve pas en télé, un peu plus en radio, mais vraiment moins en télé. Le stand-up, c'est quand même beaucoup développé ces derniers temps. Il y a de plus en plus de salles, les spectacles sont plutôt remplis, il y a une vraie demande là-dessus. Est-ce que, entre confrères, collègues, je ne sais pas comment on dit, vous vous concertez? Est-ce qu'il y a des rapports de complicité, des rapports de concurrence? Est-ce que vous évoquez entre vous les limites de ce que l'on peut dire et de ce que l'on ne peut pas dire? Non, il n'y a aucune consultation, aucune corporation. C'est vraiment un métier de soliste où les artistes sont vraiment chacun dans leur coin. Après, il y a aussi des petites bandes qui se forment forcément. Ouais. Ça, c'est les atomes crochus, c'est les rapports de connivence, c'est les rapports aussi d'intérêt. Parce qu'il faut savoir que les artistes, quels qu'ils soient, avant tout, ils pensent à eux, ils pensent à leur carrière. Ils ne pensent pas nécessairement à passer à la postérité ou passer des messages. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un côté mercantile chez les artistes. C'est aussi pour ça qu'on les voit... essayer de se cacher quand il faut prendre des positions qui doivent être assez fermes. Là, en fait, alors il y a les comiques qui ont pris des positions très nettes et d'autres qui se planquent, plus que les footballeurs finalement. Oui, mais c'est pas du tout le même rapport de dépendance. C'est-à-dire qu'un footballeur, quand il fait sa carrière, il prend beaucoup d'argent, il a quand même une certaine forme de liberté. Un artiste, il est toujours dépendant d'un système. C'est toujours le vassal de son suzerain. Que ce soit un suzerain de chaîne de télé, un suzerain de groupe, un suzerain de juste un producteur. Si demain il fait une vanne qui est mauvaise, qui n'est pas dans l'intérêt du producteur même, ça peut lui couper des portes, ça peut lui fermer les portes du cinéma. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent absolument faire du cinéma. Donc il y a toujours ces velléités-là. Donc Oui, ils sont toujours dans le calcul. La consécration, c'est de commencer sur la scène et de terminer au cinéma. En fait, c'est beaucoup une solution de facilité. Parce qu'il faut savoir, il ne faut pas mentir aux gens, il y a énormément d'argent dans la comédie, mais surtout dans le cinéma. Si tu vas faire un spectacle et tu gagnes un certain nombre, un certain argent, au cinéma, tu vas gagner 100 fois plus en faisant un bon film ou en ayant un bon cachet. Donc en fait, il faut arrêter de mentir aux gens. Il y a beaucoup le côté économique qui prend le pas sur le politique et sur la prise de parole et sur l'engagement politique. C'est pas très marrant le mec depuis tout à l'heure. Ça manque de...
Ça manque de Bon, blague. On était là ouais. pour rigoler, finalement, il nous a saoulé, le monsieur. Non, on n'est pas là pour rigoler, justement. On est là pour réfléchir à ce qui fait rigoler, ce qui fait pas rigoler. Toi, est-ce que tu t'auto-censures? Quels sont les trucs que tu peux pas aborder? Est-ce que tu dis, bon, là, non. Comment tu fais par rapport à cette menace? En fait, la censure et l'autocensure, elles se mettent en place dans le processus de création des vannes. C'est-à-dire que quand tu vas écrire tes vannes, tu vas les tester devant des gens, tu vas les tester devant un public test, et au fur et à mesure, tu vas peaufiner ton spectacle. Faut vraiment retirer de la tête des gens l'idée que les gars de stand-up arrivent et ils sont que dans l'impro. C'est pas vrai. L'impro, même dans l'impro, ils ont toujours des tiroirs. Ils ont toujours des trucs de ah bah tiens, si un mec me dit ça ou si une nana me dit ça, je vais réagir comme ça. Mais le vrai texte, le vrai sketch à proprement parler, il est toujours travaillé, il est toujours écrit. Donc tu passes par une phase de test et si tu vois que le truc il est trop chaud parce qu'il n'y a pas le rire, parce qu'en fait à la finalité c'est le rire qui valide, le rire du public. C'est pour ça que ce métier il est génial. C'est parce que la vraie force du stand-up, c'est le public. C'est le public, notre vrai patron. C'est lui qui choisit si on reste sur scène ou si on meurt et on part. Parce que c'est ça en fait la peur de l'humoriste, c'est de partir, c'est de disparaître. Mmh. Et par rapport, est-ce que tu penses que tu sens le souffre pour certains médias, pour certains producteurs, certaines télés? Est-ce que on t'a proposé des collaborations régulières ou est-ce que tu as ta petite entreprise dans ton coin et on se dit quand même le comte d'Oubiarbala il va trop loin, il prend des sujets un peu trop clivants, etc. Non, parce que moi, entre guillemets, j'ai compris le système médiatique en place pour faire émerger les artistes. Moi, maintenant, ça fait 16 ans que je fais de la scène. J'ai voulu être indépendant en rachetant une salle de spectacle, une deuxième salle de spectacle. J'ai produit des artistes, j'ai coproduit des artistes. Mais après, j'ai vraiment bifurqué pour pas dépendre des chaînes de télé et justement de tout un organigramme qui fait que bah, tu vas passer par un N+2, un N+1 et à la finalité, bah, tu perds ta liberté d'expression. Et nous, notre métier, il est génial. Pourquoi? On crée de la vanne, on crée du sketch, on crée de l'écrit, et on va le développer sur scène, et les gens nous valident ou ne nous valident pas. C'est génial. C'est directement du producteur au consommateur, entre guillemets. Donc cette chaîne artistique, tu la vois nulle part. Et c'est pour ça qu'elle fait peur aussi aux politiques. Parce que nous, on crée de la blague, mais en fait, on va aussi être en mesure de concurrencer quelqu'un qui prend la parole sur des sujets sérieux. Et ça fait peur à tout le monde. C'est pour ça que tu vois beaucoup de politiques qui ont peur des artistes et aussi qui ont peur de l'humour chez les politiques. Parce que c'est ce qui fait la différence chez certains politiques. Tu en as qui sont très bons au niveau voilà, de la stature, au niveau du discours, mais il manque beaucoup d'humour. Et les plus drôles sont souvent ceux qui passent pour les plus populistes, mais qui passent aussi pour ceux qui récupèrent le plus de voix et le plus, on va dire, d'approbation du public. Auparavant, il y avait les chansonniers qui étaient, disons, assez poujadistes, qui irritaient le politique. C'était quand même un peu sur la blague, sur le mode du tous pourri, un peu, etc. Là, maintenant, dans la nouvelle garde, parmi les stand-uppers, c'est plutôt des gens qui s'investissent sur les questions de société, sur l'islamophobie, le racisme, les questions d'identité. Tu sens ça ou pas? En fait, ça a toujours été la même chose. Par le biais des chansons, ce qu'on appelait les chansonniers à l'époque, c'est les stand-uppers d'aujourd'hui. C'est juste le format et on va dire l'enrobage qui a changé. Les comédie clubs, c'est les cafés-théâtres de l'époque. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on dit plus comédie club parce que c'est hype. On va dire stand-up parce que c'est hype. Mais en fait, c'est du seul en scène, c'est du one-man show et c'est du chansonnier. Ça a toujours existé. On pense que ça vient des États-Unis, c'est ce que je dis dans mon 3e spectacle. Ça ne vient absolument pas des États-Unis. C'est quelque chose qui a été inventé en France, mais ça vient aussi de la tradition orale africaine par le biais des griots et des conteurs africains, que ce soit Afrique du Nord ou Afrique noire. Après, c'est passé par les troubadours du Moyen-Âge, les trouvères, voilà, la comédie dans l'Antiquité grecque. Après, toute les sociétés de caveaux parisiens dont Victor Hugo est issu. Donc c'est vraiment une tradition qui est très très française. C'est pas du tout... Les Américains, ils ont repris ça dans les années 30-40, ils l'ont beaucoup mieux remarqué que nous, ce qu'ils savent faire depuis le début. Ils pompent beaucoup de concepts européens, et après ils les remarquettent à l'américain. Mais toi, tu as commencé aux États-Unis. Ben moi, en fait, j'ai commencé aux États-Unis, mais j'ai aussi commencé le slam en France, et en découvrant toute la culture américaine du stand-up,
qui était calquée sur la culture du stand-up, entre guillemets, à la française. Parce que bon, la société américaine, c'est une société d'émigration. C'est beaucoup d'Européens qui ont fui, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou la pauvreté, tous les conflits et la pauvreté en Europe, qui sont installés aux États-Unis. Et là, avec la tradition protestante, qui est une tradition beaucoup plus directement de tout le monde participe, ils ont développé ce truc-là. C'est pour ça qu'ils ont pris beaucoup d'avance là-dessus. Et moi, c'est ce que je me suis dit en allant aux États-Unis, en allant étudier là-bas. Je voyais des étudiants qui étaient hyper fiers d'eux, qui prenaient la parole, mais pour dire que de la merde. Et je me disais, mais pourquoi nous, on n'est pas élevés comme ça? C'est beaucoup plus une tradition à la catholique, judéo-chrétienne chez nous, qui fait que, bon, on écoute le prof, on est là, on prend des notes et on ne calcule pas trop. Et en fait, c'est ça qui, en rentrant en France, je me suis dit, mais je ne suis pas plus con que ces mecs-là, moi. J'ai envie aussi d'aller sur scène et de raconter ce qui m'est arrivé. Et tu viens de Saint-Denis, au début ça n'a pas été trop dur, non? Si, ouais. Pascal, c'était très dur. À quel niveau je veux dire, de commencer, comment tu as fait pour démarrer ton premier spectacle? Tu étais déjà connu quand tu as monté ton spectacle, donc comment tu as commencé? Alors moi, mon histoire, elle est très très spécifique. C'est-à-dire que, bon, venant de Saint-Denis, moi j'ai joué au basket, j'ai fait du basket à haut niveau pendant, jusqu'à 26 ans. J'ai fait toutes les divisions en France sauf la première. Et j'ai joué en équipe d'Algérie de basket aussi, puisque j'ai la double nationalité. Et sauf que en parallèle, je continue mes études. Et j'essaie de postuler pour bosser à côté du basket, pour préparer l'après-carrière. Mais je me mangeais des refus de chez refus. Et quand j'allais dans l'émission locale, ils me disaient « Monsieur, vous n'avez pas fait d'école de commerce, ça va être compliqué pour vous. » Et je me suis dit je vais essayer de faire une école de commerce, mais aux États-Unis. Comme ça, je vais upgrader. Parce que j'étais issu de l'université Paris 8 Saint-Denis. J'avais une maîtrise de langue étrangère appliquée au commerce là-bas. Et sur le CV, ça faisait rêver aucun patron. Je me suis dit, je vais essayer d'upgrader. Donc, je suis parti faire une école de commerce aux États-Unis, au Connecticut. Et là-bas, j'ai joué avec l'équipe de basket qui était championne en titre des États-Unis. Donc, ça m'a ouvert tout un nouveau spectre. Et ça a développé un petit peu mon historique. Et je me suis dit, tiens, je vais raconter tout ça dans un premier spectacle. Mais ma stratégie de pénétration pour être intéressé par les médias français, c'était quoi? C'était de jouer en anglais pour un public américain et de devenir le français qui joue aux États-Unis pour les Américains et pas le petit robot de Saint-Denis qui n'intéresse personne et qui va raconter sa cité, alors que moi, j'ai pas grandi en cité, j'ai grandi en pavillon. J'ai pas du tout la même histoire que tous les autres gars que les autres médias voulaient marketer. Donc en gros, il fallait déjà intéresser les médias mainstream. Ça, c'était déjà assez compliqué. J'ai fait ça pendant 5-6 ans. Je faisais mes spectacles en France, j'allais jouer aux États-Unis dans les comedy clubs de New York et je faisais des allers-retours comme ça. Clandé comique aux États-Unis et installé en France à Paris. Tu as l'impression que ça va être, pour revenir sur l'actualité nationale, de plus en plus dur. Le conflit du Proche-Orient déchaîne les passions, tu en as parlé. On voit Guillaume Meurice qui a été viré de France Inter, du coup toute l'émission s'arrête. Est-ce que l'on peut rire de ce conflit et de son importation en France et notamment, est-ce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui peut être abordé par le rire ou tu vois tes collègues plutôt éviter ce sujet-là, en fait? En fait, ça va beaucoup dépendre. Alors déjà, pour rectifier, l'émission ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un pan des comiques de France Inter qui se dit c'est quoi notre job à nous? C'est de continuer, entre guillemets, la lutte. C'est d'occuper le terrain. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est qu'un vrai comique, un bon comique, il occupe le terrain quel qu'il soit. Par différents biais, que ce soit Internet, que ce soit la scène. Et c'est beaucoup plus intéressant de l'occuper par la scène parce que tu es vraiment les yeux dans les yeux tous les soirs avec les gens. Et ça, c'est une liberté, un kiff exceptionnel. Donc, il y a cette émission qui continue, l'émission de Charline. Mais après, quand tu regardes sur la comédie, il y a énormément d'émissions qui se font. Il y a plein d'émissions qui se font. Le seul problème, c'est de trouver le média par lequel passer pour avoir la liberté de dire tout ce qu'on a envie de dire. Il y a ça. Après, sur l'affaire de Guillaume Meurice, je pense que justement, au contraire, ça va inciter beaucoup les humoristes à travailler sur ce sujet-là, à avancer sur ce sujet-là, parce qu'il y a une digue, entre guillemets, qui est tombée. Mais ça va aussi dépendre, comme tout, ça va dépendre du talent du comique.
si un vrai bon comique sait travailler ce sujet, qui est un sujet très spécifique, le Proche-Orient et le conflit Israël-Palestine, si tu le travailles de façon démagogique, ben voilà, ça donnera ce que ça donnera. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que chaque humoriste a un type d'humour. Et donc, à partir du moment où on désacralise ce sujet-là, bah, c'est très bien. C'est très bien parce que ça va donner la possibilité au public de vraiment comprendre ce conflit. C'est ce qui est vraiment compliqué en fait en France d'expliquer. Et c'est moi ce que je vois dans les spectacles. J'ai des vannes qui sont spécifiques sur Israël-Palestine, mais je sais qu'à Paris, ça va beaucoup plus fonctionner en province. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les gens, tout simplement, ils ne s'intéressent pas à ce conflit. C'est un conflit qui les emmerde, beaucoup plus en province qu'à Paris. Et donc, tu ne vas pas avoir le même ressenti selon les soirées que tu vas faire. Ça, c'est important. C'est ce que je dis aux gens. Il faut vraiment s'intéresser à ce conflit depuis le début. C'est la clé du truc. Mais il y a beaucoup de tes collègues qui préfèrent botter en touche et pas prendre parti en disant qu'il y a des coups à prendre, quoi. Donc c'est quand même... Ça, c'est toujours pareil. C'est en fait, je t'ai dit, le comique avant tout, c'est un soliste. C'est un soliste qui pense à sa carrière, qui va penser économique. Parce que bon, le mythe de l'artiste avec la plume sur le chapeau et le regard dans le vent, c'est de la mytho. Ça. Ils sont vraiment souvent bas de gamme. Et tu le vois dans leur carrière. Souvent, on est déçu des artistes en général. Quand on voit des interviews, on se dit « Ah ouais, merde, putain, je suis déçu de ce mec-là. » Là, récemment, justement, c'est intéressant parce que beaucoup de masques tombent avec le conflit Proche-Orient. Du style? Je ne veux pas faire de name dropping, mais tu as juste à regarder toutes les interviews des gars qui ont une responsabilité et qui jouent les bouts de feu plutôt que jouer les rassembleurs. Les artistes, c'est avant tout des gens qui créent du lien, qui rassemblent. Et quand tu vois des gens qui prennent parti et qui disent « Ouais, ils méritent, c'est bien fait pour leur gueule et tout », mais on marche sur la tête. Alors que c'est des gars qui ont de l'audience. Et nous, notre métier, c'est quoi? C'est de rassembler les gens. Tu mets pas des portiques à l'entrée des salles de spectacle pour dire « Ah bah tiens, lui, il pense ça, il rentre pas dans ma salle ». Mais non, tu prends tout le monde. Et tu as un moment de communion pendant 1h30, 2 heures. C'est ce qui est génial. Et c'est notre métier. C'est de relier les gens. C'est pour ça que c'est compliqué parfois de trouver comment faire rire avec ces sujets-là. Parce que quand tu t'attaques à ces sujets, bah, il faut essayer d'être dans la morale, d'être dans la bienveillance, d'être dans la justice. Et la finalité, c'est d'essayer de faire rire les gens et de ne pas leur faire la morale. Mais la morale, c'est ce que je dis dans les spectacles, c'est que nous, on a envie que les bombes cessent de pleuvoir sur les pauvres gens qui n'ont rien demandé à personne, qui veulent juste vivre libre, en indépendance. Et même dire ça, c'est un truc de fou. C'est déjà corrosif de dire ça, c'est ça, oui. Ouais, mais pourquoi c'est corrosif? Parce que tu as certaines personnes qui ont décidé que, en disant que ça c'est corrosif, on va limiter la liberté d'expression, on va les empêcher de parler de ce sujet-là. Donc ils s'emparent de ce sujet. Et c'est une forme de censure. Et c'est une forme aussi de guerre. C'est une guerre du discours. Et en fait, la première guerre commence par les mots. C'est pour ça que les comiques font peur. À partir du moment où tu ridiculises, où tu te moques de quelqu'un, eh ben, tu peux l'attaquer. Mais si tu peux pas l'attaquer, donc on le laisse faire son massacre. Non. C'est pour ça que la blague de Guillaume Meurice a emmerdé beaucoup de monde. Parce que si tu peux pas dire que Netanyahou c'est un nazi sans prépuce, qu'une blague que tout le monde jugera, ben en fait tu peux plus t'attaquer à Netanyahou. Et c'est là où après justement le rôle des artistes, c'est de dire au public de venir les voir sur scène par le biais des médias et d'éviter toutes ces pots de banane qui font qu'après on a les problèmes qu'on Et voit. toi, ce qui donne ton indépendance, c'est d'avoir ton théâtre, le République. Ben, je pense que voilà, ça, le fait d'avoir une salle dans laquelle on peut jouer quand on veut, c'est une liberté exceptionnelle. Mais après, c'est toujours pareil. La première liberté, c'est le public qui te suit. C'est le public qui te donne le boulot. C'est pour ça que beaucoup d'artistes ont peur maintenant parce qu'ils ont peur de perdre une partie de leur public par le biais de leur réseau. Tu vois, il y a eu un mouvement block-out où les mecs, ils étaient en panique. Voilà, je vais perdre. Moi, franchement, j'en ai strictement rien à foutre parce que je considère que les gens sont dans une intelligence. Ils vont au-delà du média. Donc après, à partir du moment où tu essaies de développer ce genre de relation avec ton public, bah, je pense que tu peux quand même élaguer les dingos et faire en sorte que les gens voient que tu n'es pas une mauvaise personne et que tu as juste envie de les faire rigoler et de kiffer avec eux, quoi.
Ok, bah merci Samy. C'est fini, c'est déjà fini. C'est fini, c'est fini. Il faut sortir, monsieur, il faut sortir. Voilà, et ben écoute, c'est fini non seulement pour ce podcast, mais pour toute la saison. Mais pour ta carrière aussi. Bon, ça fait longtemps qu'elle est jugée. Merci Samy. Pascal, c'est vrai, ça fait plaisir.